mistake to consider yourself my fan. Fans are for entertainers. I'm a freedom fighter and I look for recruits. Ok. Alors, bienvenue à tout le monde. Je sais que Raphaël a souhaité un mot de bienvenue, mais j'en profite. Il y a eu un petit changement dans le programme. Alors, ça tombe bien, parce que nous ne serons pas prêts à annoncer les résultats du sondage libre, ce qui était prévu de... ce qui était prévu de 13h35 à 13h45. Donc, nous aurons finalement 15 minutes de plus pour le lunch. Les fameuses boîtes à lunch du chef Michel. Et j'en profite pour remercier bien sûr le collège Dawson, François Barazzi, directeur de l'informatique, est ici, Raphaël Scapin, vice-président de la DTE, qui est notre hôte. Également, je voudrais signaler que dans la salle, il y a bien des invités prestigieux, et je ne les nommerai pas tous, mais en particulier des représentants du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Alors, d'abord, Frédéric Potok, qui est directeur réseau de l'information pour l'éducation et l'enseignement supérieur. Il est là avec son équipe. Et Monsieur Potok, vous pouvez vous lever. Puis les membres de son équipe, vous pouvez vous lever aussi, on va vous reconnaître. Alors, ils sont venus en nombre. Et bien que, à cause du court temps que nous avons, ils ne désirent pas prendre la parole publiquement, ils sont tout à fait disponibles à discuter avec vous, que ce soit justement pendant le lunch, qui est prolongé finalement d'1 quart d'heure, ou pendant la pause. Alors n'hésitez pas à leur parler et discuter avec eux, ils sont disponibles. Également, dans le même esprit, c'est M. Patrice Di Marcantonio, qui est directeur du Centre d'expertise en logiciel libre. Donc Patrice se lève et qui est ici. Merci Patrice. Patrice a fait le voyage. Il a fait le voyage de Québec et on apprend aussi qu'il y a un article, je pense, dans Le Soleil, disant que le gouvernement est invité par M. Stallman à utiliser le logiciel libre. Mais, donc, oui, je pense que, disons que le gouvernement est invité à ouvrir les yeux sur le logiciel libre, on pourrait dire ça. Et également, donc, on recommencerait à 13h45 après le lunch avec une intéressante table ronde de presque tous les partenaires du réseau collégial, donc tous les organismes qui œuvrent dans le réseau collégial et qui vont tous nous parler de leur relation au logiciel libre. Alors tout ça va être très intéressant. Je tiens à souligner que vous avez dans la salle, au fond à gauche, une table. Et sur cette table, il y a un moyen de soutenir la Free Software Foundation. Donc, il y a moi-même, j'ai eu une décoration, comme vous voyez ici, de la Free Software Foundation. C'est pour service rendu, mais ça coûte $20. Il y en a quelques-unes. Et il y a quelques objets, des épinglettes, en tout cas. Donc, n'hésitez pas. Il y a même un T-shirt. Marie-Hélène, si vous regardez, là, vous avez un T-shirt small. Et donc, ce sont des moyens de soutenir la fondation. Donc, n'hésitez pas, peut-être après la conférence. Ce qui est bien, c'est que M. Stallman ne mérite pas de présentation, tellement il est connu. Donc, je lui laisse la parole. D'abord, si tu fais des photos de moi, ne les mette pas en Facebook. Parce que Facebook est un moteur, ni en WhatsApp, ni Instagram, parce que cette entreprise est un moteur de flicage qui flique ses utilisés et flique tout le monde dans l'Internet à travers les boutons « like ». Il sait reconnaître les gens par leur visage ou par l'arrière de la tête. Donc, de mettre une photo avec quelqu'un dans cette entreprise et d'aider le flicage de lui. C'est mauvais traitement de tes amis
ou de moi, pour ne pas le faire à moi. Aussi, si tu veux faire une photo de moi avec un portable, Pierre, d'assurer d'avance que la fonctionnalité de géolocalisation soit éteinte. Parce que ça aussi contribue au flicage général qui menace la démocratie même. Aussi, si tu fais un enregistrement de cette conférence et tu veux en distribuer des copies, près de le faire uniquement dans des formats favorables au logiciel libre, c'est-à-dire les formats OGG ou le format WebM, pas dans MP quoi que ce soit parce qu'ils sont brevetés dans plusieurs pays, surtout pas dans Flash, parce que Flash exige un programme privateur pour le reproduire. Il faut ne pas induire les gens en l'utilisation du logiciel privateur et aussi pas dans Windows Media Player, ni Real Player, ni QuickTime. Aussi, assure-toi d'avance que le site fonctionne dans son accès normal, que le site permet le décharge des copies sans exécuter aucun programme privateur, ni même du code privateur JavaScript dans la page. Voici le problème de YouTube. YouTube distribue le format WebM qui est bon, mais le visiteur au site de YouTube ne peut ni regarder l'enregistrement sans exécuter du code JavaScript privateur dans la page même. Et près de mettre sur l'enregistrement la licence Creative Commons non dérivée, parce que c'est une présentation d'un point de vue. Donc, est-ce que ça peut arriver ici? Celui-là, oui, c'est bon. Pour une seconde, pas de problème. Donc, c'est quoi le logiciel libre? En anglais, je dis free software, mais free est ambigu. Il signifie libre et gratuit. Mais en ce cas, il ne signifie que libre. La question de prix est secondaire. Ce m'est égal si tu reçois gratuitement une copie ou tu payes une copie, c'est un petit détail. Mais ce qui importe, c'est quand tu es une copie, est-ce que ce programme respecte ta liberté et ta communauté? Voici les questions éthiques importantes. Donc, un programme est libre s'il respecte la liberté et la communauté de ses utilisateurs. Mais c'est quoi un programme? C'est quoi un ordinateur? Un ordinateur est conceptuellement une machine très simple. Il ne sait faire que obtenir la prochaine instruction et faire ce qu'elle dit. Et obtenir la prochaine instruction et faire ce qu'elle dit. Et ça se répète des millions de fois par seconde. Et comme ça, le même ordinateur peut faire n'importe quelle computation parce que les instructions viennent d'un programme. Et selon que dit ce programme, le même ordinateur fera ça ou ça et peut faire n'importe quoi dans des limites du possible. Il y a des choses que l'ordinateur ne peut pas faire. Donc, qui donne les instructions à ton ordinateur? Tu peux croire que ce soit toi, mais en vérité, c'est quelqu'un d'autre. Tu peux croire que ton ordinateur t'obéisse,
mais en vérité, il obéit d'abord à quelqu'un d'autre et à toi uniquement autant que l'autre le permet. Donc, pour chaque programme, il y a deux possibilités, où les utilisateurs ont le contrôle du programme, ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Il est toujours l'un ou l'autre parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, c'est du logiciel libre. C'est quoi la liberté? C'est d'avoir le contrôle de ta propre vie, le contrôle des activités que tu fais dans ta vie. Mais si tu fais l'activité avec un programme, donc le contrôle de l'activité requiert le contrôle du programme avec lequel tu le fais. Donc, quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, ce programme respecte leur liberté et leur communauté. Donc, c'est du logiciel libre. Pour que les utilisateurs aient le contrôle du programme, ils ont besoin des 4 libertés essentielles. Si le programme porte les 4 libertés essentielles, il est libre. La liberté 0 est d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. La liberté 1 est de changer le programme, d'étudier comment il fonctionne et de le changer pour qu'il fasse ton informatique, tes activités comme tu veux. Pour que cette liberté soit réelle dans la pratique, il faut l'accès au code source du programme. Voilà le code source à gauche. Tu vois que c'est un mélange de la mathématique et de l'anglais. Si tu as appris le langage de programmation, tu peux lire le code source, comprendre le programme et le changer pour faire d'autres choses. Mais pour exécuter le programme, il faut traduire le code source en exécutable. Une série mystérieuse, énigmatique des 1 et des 0. Pour un programme si court, il serait pas trop difficile de comprendre ce qu'il fait depuis l'exécutable. Mais pour un grand programme, c'est un travail énorme qui s'appelle l'ingénierie inverse. Très difficile. Donc, de dire aux utilisateurs, tu as le droit de changer ce programme si tu fais d'abord l'ingénierie inverse, ce serait de se moquer des utilisateurs, pas de reconnaître leur liberté. Donc, sans code source, il n'y a pas vraiment la liberté de changer le programme. Ces deux libertés fournissent le contrôle par séparé du programme, c'est-à-dire que chaque utilisateur peut changer ses copies. Je suis libre de changer mes copies, tu es libre de changer tes copies, mais tous les utilisateurs le font séparément. Voilà un utilisateur qui change sa copie et autres 3 utilisateurs qui utilisent le programme tel quel sans rien changer. Le contrôle par séparé est essentiel, mais ne suffit pas parce que beaucoup d'utilisateurs ne savent pas programmer. Il y a d'autres choses importantes à faire dans la vie. Pas tout le monde ne doit être programmeur. Sans chef, que ferions-nous? Que ferions-nous? Ce serait une vie insupportable. Donc, il faut leur donner aux non-programmeurs aussi une manière de participer dans le contrôle du programme. C'est le contrôle collectif, c'est-à-dire la liberté de collaborer avec des autres en exerçant le contrôle du programme. Voilà en haut un groupe de 3 utilisateurs qui collaborent. 2 font directement des changements. Évidemment, eux savent programmer.
l'autre à gauche ne fait pas directement de changement, mais il discute avec les autres deux quel changement faire. Donc il participe dans le contrôle que le groupe exerce sur le programme. Qui collaborent, ceux qui veulent. Voilà deux autres utilisateurs qui ne participent pas dans ce groupe. Ils utilisent la version originale du programme sans les changements que le groupe fait. Et peut-être ils sont contents comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne participent pas dans le groupe? Peut-être ils ne connaissent pas le groupe. Ou peut-être ils ont d'autres désirs pour le fonctionnement de ce programme. Peut-être ils ne sont pas d'accord avec le groupe. Peut-être demain ils commenceront à participer. Tous sont libres de collaborer ou pas. Les deux peuvent former un autre groupe. Le contrôle collectif requiert deux autres libertés essentielles. La liberté est de faire des copies exactes du programme pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Ces deux libertés rendent possible le contrôle collectif, la collaboration, parce que dans un groupe, chacun, quand il fait une version modifiée, peut, par la liberté de, en faire d'autres copies et les distribuer aux autres membres du groupe. Et si lui, il ne connaît pas tous les autres membres, il peut donner des copies à quelques-uns et les autres, par leur liberté, non, le développeur utilise, je corrige, sa liberté 3 de faire et diffuser des copies de ces versions modifiées. Puis, les autres dans le groupe peuvent en faire plus de copies par leur liberté numéro 2 pour donner aux autres membres du groupe. Et comme ça, tous dans le groupe auront enfin des copies. Aussi, ces libertés permettent que les membres du groupe offrent des copies aux autres, même au grand public. Une partie de la liberté 2 porte une importance éthique spéciale. C'est le cas de la diffusion non commerciale des copies exactes entre les individus. Ça s'appelle le partage. Et le partage de copies est essentiel parce que c'est la base de la communauté. Donc, il doit être légal de partager des copies de n'importe quelle œuvre publiée. Mais cette liberté est moins, mais s'applique plus largement. Ça s'applique à toutes les œuvres publiées, pas seulement le logiciel, même à la fiction, à la musique, mais c'est une liberté plus étroite parce que seulement de partager des copies exactes. Mais quand une œuvre est libre, ça c'est beaucoup plus de liberté. Ça comprend la liberté de diffuser commercialement des versions modifiées. Mais pas toutes les œuvres publiées doivent être libres. Les œuvres qui doivent être libres sont les œuvres dédiées à l'utilisation pratique pour faire quelque chose avec. La musique n'existe pas pour faire des choses avec. C'est de l'art, c'est pour s'apprécier, c'est d'autres choses. Mais un programme n'existe pas pour être admiré pour la beauté de son code. Non, le programme existe pour être utilisé. Et les œuvres qui existent pour être utilisées doivent être libres.
pour respecter la liberté de ceux qui les utilisent. Si le programme porte les 4 libertés essentielles de manière adéquate, il est libre, il respecte la liberté. Les utilisateurs ont le contrôle, donc ils respectent leur liberté et leur communauté. Mais si une de ces libertés manque ou est incomplète, en ce cas, les utilisateurs n'ont pas le contrôle du programme. C'est plutôt le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc, ce programme privateur génère un système de pouvoir injuste, le pouvoir du propriétaire sur les utilisateurs. Voici pourquoi n'importe quel programme pas libre mérite le nom de privateur parce qu'il prive de la liberté à ceux qui l'utilisent. Et n'importe quel programme privateur est une injustice à ses utilisateurs. Il faut, pour ta liberté, refuser de l'utiliser, refuser d'être sa victime. Mais cette injustice mène à une autre, parce qu'aujourd'hui, les propriétaires sont conscients de leur pouvoir. Souvent, ils développent le programme pour gagner du pouvoir sur des gens. Leur modèle de négoce est d'avoir du pouvoir sur des gens. Donc, ils calculent finement toujours jusqu'à quel point ils peuvent étendre ce pouvoir injuste. Ils cherchent à gagner plus aux dépens de ses utilisateurs en introduisant des fonctionnalités malveillantes dans le programme, dans le code. Par exemple, souvent les programmes privés, c'est-à-dire que les programmes privateurs sont souvent du maliciel. Que signifie le maliciel? Ça veut dire les programmes, le logiciel conçu pour maltraiter ses utilisateurs dans son exécution. Voici donc 2 questions indépendantes. Un programme privateur est injuste parce que les utilisateurs n'ont pas le contrôle. Et le maliciel est injuste parce qu'il, dans son fonctionnement, il maltraite l'utilisateur. 2 choses théoriquement indépendantes, mais dans la pratique, elles vont ensemble. Le logiciel privateur donne l'opportunité de le rendre du maliciel et d'imposer les fonctionnalités malveillantes aux utilisateurs parce qu'ils ne peuvent pas le corriger. Donc, le traitement de la question du maliciel met souvent l'emphase sur des virus. C'est-à-dire, c'est une discussion moitié aveugle, parce que oui, les virus sont d'habitude du maliciel, mais aussi les produits privateurs. Donc une discussion du maliciel qui suppose comme point de départ qu'il s'agisse uniquement des virus est moitié incomplète. Mais d'habitude, c'est ce qu'ils font. Les médias ne veulent pas reconnaître que le logiciel privateur mène au maliciel. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils fliquent les utilisateurs, bien sûr. Voici le swindle d'Amazon. Le lecteur, swindle signifie escroquerie, mais c'est le nom approprié parce que ce produit nie aux utilisateurs les libertés traditionnelles des lecteurs. Mais en ce cas, je montre comment ce produit flique les utilisateurs. C'est un produit orwellien. Il transmet de temps en temps le titre du livre que l'utilisateur lit et aussi le numéro de page où il est.
Si l'utilisateur entre des notes transmises à Amazon, si l'utilisateur souligne quelques textes transmis à Amazon, le flicage total de la lecture. Seulement pour ça, il faut ne jamais utiliser ce produit. Mais les fonctionnalités de flicage sont très répandues. Windows fait du flicage, MacOS, les iThings, les monstres portables d'Apple, Flash Player aide le flicage fait par les sites web. Les téléphones portables font du flicage, ils transmettent la géolocalisation GPS sur commande et l'utilisateur ne peut pas le bloquer dans presque tous les téléphones portables. Aussi, beaucoup d'applications fliquent l'utilisateur. Les applications privateurs des services de streaming fliquent l'utilisateur. Ils gardent des données sur quelle vidéo, quelle musique, quel livre l'utilisateur regarde. Donc, je dis out, damned Spotify.